Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à une question qui est souvent d'un aspect un petit peu fondamental, même de l'ordre de la culture en entreprise, que ce soit dans le domaine de l'informatique, mais pas seulement. C'est vrai qu'on a souvent tendance à voir tout ce qui est organisation, le DevOps, ces choses-là, ou les aspects Scrum émaner strictement du domaine informatique, ce qui est pas toujours le cas, même pas souvent le cas, pas si souvent le cas que ça. Et tant mieux finalement parce que ça nous permet de bénéficier du meilleur d'autres industries ou d'autres process de production. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser à une question qui est assez fondamentale, notamment qu'on retrouve dans le cadre un petit peu du DevOps. You build it, you run it. C'est une question qui est essentielle. Qu'est-ce que le build, qu'est-ce que le run, et quel est l'intérêt de cette phrase, cette formulation de you build it, you run it. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail au niveau de la chaîne. Si vous voulez découvrir les vidéos masquées également, vous pouvez le faire grâce à ce bouton rejoindre que vous retrouvez en dessous des vidéos ou sur la page d'accueil de la chaîne. Alors you build it, you run it. On va bien sûr passer en mode brouillon. Alors ça rejoint cet aspect-là, c'est-à-dire on avait fait une vidéo sur l'efficacité d'une infrastructure. Bien sûr, pour une société, son informatique, son IT, au sens ultra large, ces systèmes d'information, c'est un domaine qui est crucial. Il y a l'infrastructure, et puis il y a le développement des applicatifs, et puis il y a de la sauce un petit peu entre les deux, hein. On va formuler ça comme ça, c'est-à-dire l'aspect qui tourne à la fois sur le déploiement, la conception associée à l'infrastructure, et puis également la maintenance de tout ça. Et là, on est au cœur un petit peu de cet élément-là, quand on utilise cette formulation, le build it, you run it. Pourquoi ? Tout simplement, on va le voir, hein, on va se faire un petit, comme d'habitude, un petit tableau simplifié. Donc on va avoir ici, on va dire le run. Qu'est-ce que le run finalement ? À grosse maille, hein, le but c'est pas non plus de se faire un cours sur les choses, mais c'est d'essayer d'aborder les choses assez rapidement et assez simplement. Alors, on va avoir donc derrière le run. Alors le run, qu'est-ce qu'on va... le run, on va commencer par le run. Bon, on va commencer par le build, ça va peut-être être aussi simple parce que finalement c'est l'ordre logique des choses, hein. Il n'y a pas de run sans build finalement préalablement, je dirais à peu près jamais, je pense. En tout cas, je vois pas trop le cas. Le build, c'est quoi ? Donc c'est de la conception. Alors c'est deux métiers souvent différents, ou en tout cas avec des approches différentes au sein d'un même métier. D'ailleurs, certains sont excellent en run, d'autres sont moins bons, et inversement, c'est-à-dire en build et en run, on n'est pas forcément bon dans les deux. Moi personnellement, par exemple, quand il s'agit de troubleshooter des choses, des petites choses, je sais que j'ai des collègues qui font ça, qui vont beaucoup plus vite que moi. J'ai pas l'œil forcément avisé toujours au meilleur endroit, ce genre de choses. Ça se travaille, j'imagine, mais ça se travaille pas juste en pratiquant de l'informatique. En fait, c'est vraiment, on a chacun ses qualités, chacun ses défauts, et je dirais même tant mieux, c'est ce qui fait la richesse d'ailleurs d'une équipe. Alors la conception, donc, c'est quelque chose qui est forcément un petit peu sympathique. C'est quelque chose qui touche aussi au cœur de ce qu'on appelle l'ingénierie finalement. Sans conception, il n'y a pas d'ingénierie. D'ailleurs, on parle d'ingénieur de production, ça va être plutôt la partie, on va dire, run, et puis les autres catégories d'ingénieurs sont souvent associés un petit peu plus au build, même s'ils font bien sûr du run. Sur les entretiens d'embauche, très souvent, on va essayer aussi de sonder un petit peu la proportion de run et de build, parce que l'intérêt dans le travail qui va être à réaliser va pas être du tout le même, en tout cas par rapport à ce qu'on recherche. Certains vont peut-être rechercher plus du run. Assez souvent, beaucoup de gens recherchent plus du build. Pourquoi ? Il y a l'aspect conception, il y a l'aspect il y a aussi l'aspect innovation, et puis il y a l'aspect un petit peu recherche, mise en place, création, le côté un petit peu créatif qu'on peut retrouver et qu'on retrouve beaucoup plus après pour les aspects de développement pour les développeurs, également sur les parties front-end encore plus. Sur le build, il y a quoi ? Il y a aussi la réalisation. Donc il y a la conception. C'est une chose, hein, donc mettre sur un papier réalisation. C'est une chose de mettre sur un papier, donc concevoir les choses,
donc les théoriser, et puis les réaliser. C'est-à-dire que même dans la partie build, il y a l'aspect, on peut très bien imaginer par exemple concevoir une petite infrastructure de microservices, ou une grande, peu importe, avec base de données, etc. Et puis après, il y a la réalisation, c'est-à-dire on va mettre en place des outils, par exemple du code, d'infra as code, de gestion de configuration, de déploiement de comptes, etc. Donc ça va être quelque chose qui est important. Idem, la mise en place d'une CI/CD. Donc là, on va être sur la réalisation, quand on va mettre les mains dans le cambouis pour créer pour la première fois ces choses-là, bien sûr. Et ça s'attache au build également. L'aspect qui recouvre derrière également les choses, c'est qu'au moment de cette conception et même de cette réalisation, mais bien plus en amont, c'est-à-dire au moment de la conception, il y a l'aspect préventif, c'est-à-dire qu'on va essayer d'anticiper les cas de figure qu'on va avoir, auxquels on va devoir faire face. Ça peut être des problématiques de charge, de disponibilité, de sécurité, et ça passe par la mise en place soit de cahier des charges, en tout cas d'essayer de recueillir au maximum le besoin pour pouvoir coller le plus précis aux besoins des choses, et pas la peine des fois d'inventer une usine à gaz ou un truc ultra sécurisé, un pipeline CI/CD avec du DevSecOps, etc. Alors que finalement l'enjeu n'est peut-être pas là, et l'enjeu est peut-être ailleurs sur par exemple de la charge ou ce genre de choses, et il faudra mieux d'abord consacrer du temps sur ça et ensuite consacrer du temps sur des éléments de sécurité avec un ordre plutôt progressif. Donc ça c'est quelque chose qui est important. L'autre aspect bien sûr qui rentre dans cette partie-là, c'est l'automatisation. Donc l'automatisation, elle est valable à la fois dans le build, mais attention, n'oublions pas, c'est aussi valable dans le run assez nettement, et l'enjeu est aussi assez très important dans le run. Au niveau du build, donc du coup, l'automatisation, bien sûr, ça va être comment lors des premières de cette réalisation, on va faire en sorte que on puisse le créer une fois, cette chose-là, et puis qu'on puisse éventuellement via, ou en tout cas avec des aspects de prévention, de se dire on va avoir besoin de le reconstruire, ou on va avoir besoin de le reconfigurer, etc. Et donc on va faire entrer une part d'automatisation. Alors bien sûr, cette part de build, le but, c'est plutôt d'avoir une part forte de build et avoir une part la moins forte possible au niveau du run. Pourquoi ? Parce que le run c'est toujours associé un petit peu à une perte de temps. C'est vrai que le build c'est le côté R&D finalement un petit peu, c'est le côté conception, c'est le côté on va faire on va innover dans certaines choses. Par exemple, si on met en place une CI/CD, le but c'est de gagner du temps, du time to market comme on dit, etc. Et donc le but c'est de gagner vraiment en performance, on va dire, au sens large. Le run, néanmoins, est crucial. Pourquoi ? Parce que derrière, par exemple, ça va être l'image que vous allez apporter à vos clients. Si vous avez des downtime, si vous n'avez pas de downtime, si vous supportez la charge, ou vous ne la supportez pas, ça va être un point crucial. Souvent, on s'en rend compte, mais plutôt avec un œil un petit peu extérieur, mais c'est un point crucial, et c'est quand les problèmes arrivent que finalement on se rend compte que le run est capital. Le run, c'est quoi ? C'est finalement un palliatif, un curatif à un build qui n'a pas été prévu, ou qui ne peut pas être prévu. C'est-à-dire, par exemple, un incident matériel. Un incident matériel, alors ça peut être prévu avec les aspects de Chaos Monkey, etc. On peut anticiper les choses, mais sans aller dans des fortes théories dans ce domaine-là. Il suffit simplement d'arrêter un service sur un serveur et de se rendre compte que, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a un SPOF ? On n'a pas de SPOF, et on n'est même pas obligé de l'arrêter pour déjà imaginer quand même bien les choses sur ces aspects-là. Donc, sur le run, c'est quoi ? Le run, ça va être finalement, si on le résume à grosse maille, c'est le quotidien. C'est-à-dire l'application ou les microservices, la stack a été déployée, et qu'est-ce qui se passe au quotidien ? Tout ça, ça vit, comme je vous disais, soit avec des incidents au niveau hardware, soit on va remplir des volumes et on n'avait pas prévu de les remplir dans ces quantités-là, soit on a des pics de charge et on ne les avait pas anticipés de cette manière-là, soit on a même des pics involontaires, ça peut être des attaques, des DOS, ce genre de choses, ça peut être juste parce que l'équipe commerciale n'avait pas fourni dans son besoin le fait que elle allait faire des campagnes de pub
très ciblé à un moment donné, et cette campagne de pub, par exemple au Black Friday, on va dire, a occasionné un pic de visite, un pic de commandes, et qui n'était pas prévu pour l'infrastructure, etc. Et donc bien sûr ça, le run, lui, le subit. Il n'est pas là pour forcément corriger ça, mais il le subit. Alors bien sûr, il y a une interaction forte entre run et build. On va voir donc d'où l'intérêt du you build it, you run it, parce que derrière il y a des boucles de rétroaction, et ça c'est hyper important, et c'est même, je dirais, la chose la plus importante. Derrière, donc du coup, il y a aussi l'aspect maintenance, c'est-à-dire que il va falloir maintenir tout ce qu'on a conçu. Ça veut dire mettre à jour des systèmes, mettre à jour des applicatifs, gérer ces mises à jour. Est-ce que ça se fait simplement? Est-ce que ça se fait de manière complexe? Est-ce que le système est suffisamment automatisé? Par exemple, moi j'adore Consul parce que ça permet d'entrer tranquillement en maintenance et de sortir des services en toute tranquillité si ça a été bien conçu à l'origine, mais derrière, sans intervention. Par ailleurs, s'il y a des gens qui utilisent par exemple des load balancers, Consul, on va le faire sans même faire intervenir Ansible ou quoi. Il n'y a pas un code à lancer, alors que si on a juste prévu un load balancer avec du Ansible ou du Puppet ou je sais pas trop quoi, bien il va falloir se dire ok, il faut penser à lancer le Ansible ou etc. Donc ça, c'est des degrés qui sont importants. On n'a pas besoin forcément d'avoir des choses complètement poussées non plus pour ça. Et puis, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les incidents. Donc les incidents, perte de matériel, des choses qui n'ont pas été prévues. Un incident, généralement, n'a pas été prévu. Ou si on le prévoit, en tout cas, on imagine qu'il peut être rare potentiellement. Et suivant la rareté, finalement, on va faire en sorte que... en tout cas... Généralement, la rareté fait que on est moins à l'aise dans ce cas de figure-là et on l'a pas forcément autant prévu que possible. C'est humain, c'est un fait. Néanmoins, il faut essayer de prévoir les choses suffisamment pour les anticiper. Alors, on l'a dit, finalement, c'est du curatif sur le build. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Mais derrière, il ne faut pas en oublier une chose, c'est qu'il y a de l'automatisation. C'est-à-dire que plutôt que de faire du run qui va être, par exemple, je vais remplir le cas d'école, on va remplir varlog, qui va finalement faire s'écrouler tout un file system au niveau de la machine, ou même la machine entière, on peut plus y accéder, etc. Bien sûr, derrière, on va revoir l'automatisation, soit on faire monter ça au build, effectivement, au build, on peut être la même personne, mais en tout cas on switch de rôle entre du run et du build sans même en avoir réellement conscience. L'automatisation, c'est aussi avoir des scripts, même en cas d'incident, et qui dit script dit finalement des choses qui reviennent très souvent. Et quand les choses reviennent très souvent, bien sûr il faut faire revenir tout ça côté build et agir. Un run, ça doit être des tâches qui... Voilà, le but du run, c'est d'en avoir le moins possible. Et pourquoi? Parce que le but, c'est d'anticiper le plus possible les choses. Et au-delà d'une manière de faire les choses, ça va être aussi une manière de progresser et de concevoir les choses différemment. C'est-à-dire faire évoluer sa conception des choses et sa réalisation. C'est anodin de le dire, mais c'est très très important au quotidien. Alors, you build it, you run it, finalement, par rapport à tout ça, c'est quoi l'intérêt? C'est d'essayer, je dis bien essayer, parce que ce n'est pas toujours possible, c'est de faire en sorte que une personne qui est derrière ceci, hop, on va se le faire en mode marrant, ouais, ça va être moche, mais c'est pas grave. Voilà, une personne qui est derrière ceci, on associe le plus possible les gens à l'ensemble de la sphère. C'est-à-dire, par exemple, un développeur, il va builder, il va développer, au sens strict du terme, et derrière, on va l'associer à la mise en place de son outil pour pouvoir lui donner la responsabilité, décharger une partie de la responsabilité sur le développeur. Alors, des fois, ça peut être perçu relativement difficilement, en tout cas, parce que tout simplement on peut légitimement se dire mais c'est pas le même métier et c'est pas mon métier. Néanmoins, en termes de pratique et pour une société, c'est quand même quelque chose qui est très très important, cet aspect-là, de dire tu construis quelque chose, en même temps tu assures sa maintenance derrière, dans une certaine limite, bien sûr, parce que derrière il faut pas non plus abuser, Le but c'est pas que la personne qui développe un applicatif aille lui-même réparer les serveurs en data center, sinon là bien sûr ça n'a plus de sens. Alors derrière,
Si on descend un petit peu, voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Donc, l'idée, c'est déjà, que cette personne ait un suivi de son outil. Et derrière, avoir un suivi de son outil, c'est quelque chose d'important, parce que c'est de voir, de tout de suite se rendre compte des choses à corriger. Parfois, elles vont être ridicules à corriger, peut-être de manière ultra simple, parfois elles vont être complexes, mais en tout cas ça évite surtout que la personne de run ne considère, et ça arrive en tout cas ça arrive quand même relativement régulièrement, ça peut arriver par le biais de dérives, c'est que la personne considère que les choses qu'elle fait en run, c'est des choses qui sont inscrites un petit peu dans le dur, et qu'on ne peut pas remettre en cause certaines choses, et ne fait pas remonter du coup les choses liées à ça. C'est-à-dire, elle va pas aller dire, tiens, ok, là sur l'applicatif, bah, à chaque fois, alors il y a le fameux, par exemple, le fameux fait d'avoir un job, un cron job Linux ou un cron Linux qui va restarter tel applicatif tous les soirs à minuit ou à 1h du matin. Donc, combien de sociétés ont ce genre de choses-là? Tout ça simplement pour purger la mémoire, etc. Mais derrière, effectivement, mais ça doit être le dernier recours. En tout cas, ça doit être quelque chose de relativement temporaire. Derrière, il faut aller corriger les choses à leur origine. C'est un peu comme un médecin. Si, par exemple, imaginons vous avez la peau qui gratte, vous avez je sais pas des douleurs dans le dos et en même temps mal au crâne, bah peut-être que ça veut simplement dire que vous pouvez prendre pour chacun des problèmes, vous pouvez prendre quelque chose, un Doliprane pour le mal de crâne, une pommade pour le dos pour soulager le dos et puis une pommade pour la peau. Néanmoins et ça je vais vous dire juste après, mais néanmoins derrière ça veut peut-être simplement dire que vous avez un cancer et finalement même si vous appliquez ça va avoir une certaine limite et très rapidement dans ce cas de figure là. Alors ça c'est une petite citation de Arthur Keller, hein, de cet aspect là, si ça vous intéresse allez voir ces conférences, elles sont sublimes. Voilà, en tout cas, toujours est-il que c'est cette conception des choses qu'il faut intégrer régulièrement, et c'est quelque chose qui est important. Derrière aussi, c'est une meilleure compréhension de la production, de l'environnement de production avec ses contraintes. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que si on a des développeurs, alors maintenant, je trouve de moins en moins quand même, mais qui ne prennent pas en compte ces aspects-là, avec les facteurs de scalabilité qu'on peut retrouver relativement facilement, on peut se dire, ok, moi je développe comme un petit cochon et je prends toute la RAM que je veux, tout le CPU que je veux, etc. Et puis derrière, de toute façon, avec le cloud ou avec Kubernetes, etc., eh bien, on se retrouve à se dire, ok, on va scaler autant qu'on souhaite. Et derrière, finalement, on va peut-être moins prêter attention à ce qu'on est en train de faire au niveau du code. Ce qui est dommage, hein, finalement, puisque derrière, c'est un coût pour la boîte en question. Et si on fait ça sur un ensemble, par exemple, de microservices, et si, par exemple, c'est une lib qui est mal optimisée et que cette lib est utilisée dans un ensemble de microservices, le facteur multiplicateur va être très, très important. Donc ça, il faut le garder en tête. Et par ailleurs, bien sûr, la production, avoir conscience de ce que c'est que la production, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'un déploiement? Qu'est-ce que ça prend comme temps à une personne pour déployer? Qu'est-ce que ça prend comme temps pour une personne pour débugger? Qu'est-ce que je dois retrouver dans les logs? Si je les retrouve pas, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour trouver les choses? Ça, c'est quelque chose qui est très très important à comprendre par rapport à l'environnement de production. Derrière aussi, c'est avoir des ajustements plus fins. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que la personne, elle vient de concevoir quelque chose, elle le déploie en production, et bien derrière, elle va regarder un petit peu plus ce qui se passe et peut-être faire quelques petits ajustements, alors que si simplement quelqu'un d'autre l'a déployé à sa place, eh bien, il est fort probable que la personne, finalement, laisse les choses se faire, ça tourne, ça a été installé, ok, très bien, voilà, le taf est fait, et malheureusement, on s'arrête sur une étape un petit peu préalable. Ensuite, il y a l'association et la réalisation du monitoring. Alors on ne demande pas à la personne non plus qui a développé les choses de tout gérer de fond en comble, hein. Mais derrière, c'est bien d'associer même plusieurs personnes pour établir du monitoring. Pourquoi? Il y en a un qui va avoir une vision plus système, une personne qui va avoir une vision plus applicative, une personne éventuellement qui va avoir une vision plus métier, et c'est l'ensemble qui va faire un monitoring cohérent. On parle d'observabilité ensuite, donc quand je dis monitoring, c'est peut-être l'observabilité au sens large, hein, c'est même aussi les logs, on en a parlé tout à l'heure, avoir les bons logs et pas en avoir de trop, avoir juste ce qu'il faut,
couvrir les cas de figure qu'il faut. Il y a le tracing qui est couvert aussi par l'observabilité. Lui doit pouvoir être activé. Est-ce qu'il faut l'avoir tout le temps, jamais, etc. Est-ce que c'est faisable ou pas aussi, hein, suivant la densité produite au niveau de ce tracing, dans beaucoup de cas de figure, même ça, il ne vaut mieux pas l'activer puisque ça peut prendre énormément de place. Et puis il y a l'aspect déploiement, c'est-à-dire que ce que j'ai mis en place, déploiement, est-ce que finalement ça se déploie facilement, et est-ce que avec le temps ça continue de se déployer facilement, parce que peut-être que je vais faire des petits ajustements par la suite et ça va m'échapper. Ça va être quelque chose qui est important. Et puis c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais c'est l'aspect des upgrades au sens très large qui doit être pris en compte. C'est-à-dire que est-ce que j'ai bien prévu le fait d'avoir un downtime ou pas? Est-ce que j'ai prévu de la scalabilité? Est-ce que j'ai prévu le fait d'avoir de la haute dispo dessus? Ça, c'est des questions qui sont fondamentales et qu'il faut amener très vite d'ailleurs, et on l'amène au niveau du build, mais si ça n'a pas été fait, ça a un impact majeur au niveau du run, et donc le fait d'associer les deux fait qu'on a ce regard-là. Donc l'objectif, hein, finalement, c'est quoi aussi, hein, d'un point de vue général, c'est d'éviter les fameux silos. Et donc ça se réfère au DevOps. Hein. L'idée, c'est d'essayer d'associer les gens et de ne pas tomber non plus dans le concept de recloisonner les choses autrement. C'est-à-dire que tu as construit quelque chose, tu te débrouilles dans ton coin pour le déployer. Ça serait une erreur, je trouve, un peu fondamentale et l'opposé finalement du but recherché à l'origine. Le but, c'est de faire travailler les gens en équipe. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé du monitoring. Le but, c'est pas de le concevoir et que la personne le fasse toute seule. D'ailleurs, si cette personne s'en va, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, il y a aussi l'aspect documentation qui rentre en compte dans cet aspect-là. C'est-à-dire que, d'ailleurs, voilà, même on aurait pu en parler, au niveau du run, la documentation est cruciale. Elle est extrêmement importante. Au niveau du build, elle est aussi très importante d'expliquer comment on a conçu quelque chose, sauf qu'une fois que ça a été conçu, ce qui est important, c'est surtout le run. Et là, dès la conception, dès le build, on doit aussi prévoir cette documentation de run pour que la personne de run puisse se débrouiller. Et une personne de run qui ne trouve pas ce qu'il faut, doit être soit à même de créer cette documentation-là, soit à même de remonter les choses à la personne de build et élaborer les choses concomitamment. Idem pour le monitoring, quelque chose de très très important. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est en tout cas un petit peu la vision, les choses qui me trottent dans la tête quand je travaille, voilà. Et derrière, de temps en temps, voilà, il faut se prendre ces petits moments de recul pour se dire, ok, qu'est-ce que l'on entend par ça, comment on fait pour en prendre le meilleur, parce que c'est très facile de se dire, comme je vous disais, you build it, you run it, tu te débrouilles avec ton truc. Ça serait une erreur assez fondamentale, puisque finalement le but c'est de faire travailler les gens en équipe et intelligemment, et de pas retomber dans un autre travers, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un cloisonnement, si on part d'un cloisonnement qui est horizontal, ne pas régénérer un cloisonnement vertical. Ça peut être un des facteurs assez limitants, et aussi dans l'application du DevOps, des erreurs d'application éventuellement du DevOps, je trouve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous en pensez et à la compléter, parce que je sais que vous êtes très souvent à même d'apporter encore plus de choses et plus d'éléments en commentaire, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre en dessous par ici. Voilà, ça vous permettra de me supporter au sens sympa du terme, et pas parce que je dis n'importe quoi. N'hésitez pas donc également surtout à en parler autour de vous pour partager ça et faire connaître la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.